Donc bonsoir à tous, je suis donc Joël Thomé. Donc, Patrick m'a présenté, donc je ne vais pas m'étaler plus sur moi-même. Simplement donc aujourd'hui on va parler un petit peu de performance et de durabilité des installations d'éclairage. Quand on parle de performance, c'est ce qu'est capable de faire une installation d'éclairage, et la durabilité, c'est sa capacité à le faire bien évidemment dans le temps, en y associant aussi des aspects un petit peu environnementaux. Je parle ici d'installation, mais très vite on va aussi basculer sur la partie produit, parce que c'est un petit peu ma spécialité. C'est aussi la spécialité de Piseo. On est plus axé sur les produits, donc on développera un certain nombre de choses quant à la performance des produits. Alors deux mots sur Piseo. Patrick Clerc-Girard a parlé un petit peu déjà de ce projet qui est né fin 2011 et donc qui s'est transformé en une société, un laboratoire si vous préférez, qui est opérationnel depuis début 2013 et qui est installé à Vénissieux. C'est une SAS indépendante, donc un laboratoire totalement indépendant des fabricants par exemple. Voilà, qui est installé à Vénissieux. Notre métier, c'est donc d'appuyer d'une part les fabricants pour le développement de systèmes à LED, mais également la maîtrise d'ouvrage, les installateurs, les exploitants, les prescripteurs pour la qualification, le choix des produits. Donc on fait essentiellement des activités de ce qu'on appelle nous caractérisation, mesure si vous préférez, photométrique, donc avec des instruments très particuliers. Électrique également, puisqu'on se préoccupe de l'installation électrique, et thermique aussi, notamment tout ce qui est intégration des composants LED dans les produits d'éclairage. Donc on se préoccupe beaucoup de performance et de fiabilité des systèmes d'éclairage à LED. C'est vraiment notre positionnement. Et donc, au travers de ça, on fait de la vérification réglementaire, puisque la réglementation évolue aussi sur les aspects performance des produits. De la vérification normative, il y a des normes qui on verra tout à l'heure qui se développent, et puis maintenant depuis le mois d'octobre de la certification de la performance des produits d'éclairage. Donc ça c'est un petit peu nouveau, j'en parlerai. On a également tout un volet d'assistance technique, conseil, expertise et formation, tant auprès des fabricants de matériel d'éclairage que de leurs clients, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, distributeurs, installateurs, etc. Voilà en ce qui concerne Piseo. Alors je vous propose un programme qui est le suivant pour la suite de mon intervention. D'abord revoir quelques petites notions de base quant aux notions d'éclairage, d'éclairagisme, de sorte à ce que tout le monde ait un petit peu en tête les grandeurs physiques principales, parce que je vais les utiliser ensuite dans ma présentation. On parle un petit peu de ce que c'est qu'une installation d'éclairage, de manière assez sommaire, mais c'est bien de revoir un petit peu ça, mais aussi de la façon de se donner des objectifs et de ce que sont les critères de performance d'une installation d'éclairage. Et puis ensuite, donc, on parlera un petit peu du processus de conception et de réalisation d'une installation d'éclairage performante. Voilà, je vous parlerai un petit peu des LED, quelques éléments, un petit peu de la technologie, avantages, inconvénients des LED. Et puis ensuite, on basculera sur les produits, donc la performance et la fiabilité des appareils d'éclairage à LED. Et puis on terminera avec la normalisation et la certification ENEC+, qui est quelque chose de nouveau des produits. Voilà. Alors quelques notions de base. Voilà, quand on parle d'éclairage, d'éclairagisme, il y a un certain nombre. Il y a 4 grandeurs physiques qu'il faut un petit peu connaître. La première étant le flux. Donc on prend une lampe dans son ensemble et voilà l'éclaire. Et donc on parle d'un flux lumineux qu'on mesure en lumens. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous allez dans un magasin acheter des ampoules ou des lampes à LED, ce qu'il faut regarder, c'est plus tellement la puissance, c'est plutôt le flux. Donc si vous voulez une équivalence 60 watts, il faut acheter du 800 lumens à peu près. Donc c'est ça qu'il faut regarder sur la boîte pour le grand public. Donc c'est ça dont on parle. Donc on voit cette ampoule qui émet dans toutes les directions. Une autre grandeur importante, notamment quand on commence à faire de l'éclairage un petit peu technique dans le professionnel, c'est l'intensité. C'est dans une certaine direction. Et ce qui va nous intéresser, c'est comment est distribuée l'intensité dans l'espace. Et donc là, on va parler de candela. Candela qui vient de chandelle, hein, bien évidemment. Donc c'est une des 7 unités internationales de base. Et puis ensuite, quand on a le flux qui arrive sur une surface, on va parler d'éclairement. Donc l'éclairement, ce sont des lux ou des lumens par mètre carré. Donc c'est ce qui arrive là, par exemple, sur une surface, c'est de l'éclairement. Vous pouvez mesurer avec un luxmètre des éclairements. Et puis ensuite, il y a ce que l'œil capte. L'œil capte, c'est-à-dire que vous regardez une source, un mur, et là ça va dépendre du coefficient de réflexion de la surface, c'est ce qu'on appelle la luminance. C'est ce qui fait qu'on est ébloui quand on regarde le soleil, qui a une très 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 forte luminance. Donc ça, ce sont des notions de base que je vais réutiliser un petit peu. Je voulais un petit peu replacer les choses au départ.
Une autre grandeur aussi, c'est ce qu'on appelle la température de couleur. Vous savez que les lampes, les sources lumineuses peuvent avoir des couleurs différentes. Donc nous, on parle de température de couleur exprimée en Kelvin. Et on voit donc, si on regarde ici le diagramme colorimétrique, que sur cette ligne rouge qui caractérise la lumière blanche, on peut avoir différentes teintes de blanc qu'on va exprimer donc en température de couleur en Kelvin. Donc des teintes plutôt chaudes ici, donc dans les alentours de 2000, 3000 Kelvin, ce qu'on a en général à la maison, une lampe incandescente c'est 2700 Kelvin, ou alors des températures de couleur plutôt froides, donc dans les bleus, donc même s'ils sont des Kelvin élevés, on parle de température de couleur froide, donc 5000, 6000, voire plus. Ce qui s'est passé aussi un peu avec l'arrivée des LED, c'est qu'on avait vu beaucoup de lampes qui avaient des teintes bleues au départ. C'est parce qu'elles avaient des températures de couleur assez froides dans ces zones-là pour des problématiques d'efficacité énergétique. Donc au départ, c'était pas très efficace des lampes à LED. Donc on était plutôt dans les bleus, c'est des problématiques de phosphore pour arriver à avoir un petit peu de flux à éclairer. Maintenant, ça a beaucoup progressé, donc on arrive à avoir des lampes à LED ici dans les teintes 2700 Kelvin. Un autre élément important quand on fait de l'éclairagisme, c'est l'indice de rendu des couleurs, qu'on appelle IRC ou ERA selon le système qu'on utilise, qui est la capacité d'une source lumineuse à rendre fidèlement la teinte d'origine. Un IRC 100, par exemple, va rendre compte complètement les teintes d'origine des éléments ici éclairés. Dans certains cas, on utilise des lampes qui ont des IRC plus faibles, les lampes fluorescentes ou alors les sodium haute pression par exemple pour éclairer les rues qui sont jaunes, bon, elles ont des IRC assez faibles, ce qui fait qu'on ne restitue pas bien les couleurs d'origine. Quand on est sous un éclairage public, on a tous l'air un petit peu malade à cause de cette teinte orangée, quoique c'est de plus en plus blanc d'ailleurs aujourd'hui l'éclairage public. Donc c'est ça, c'est quelque chose de très important pour des notions de confort, mais aussi dans l'éclairage des commerces par exemple, on va chercher des indices de rendu des couleurs très élevés, de sorte à restituer le plus possible la qualité intrinsèque des éléments qui sont éclairés. Voilà. Ensuite, voilà, si on considère un petit peu l'univers de l'éclairage et de ce qui se passe, on a d'un côté des sources lumineuses et de l'autre côté des luminaires. Dans les sources lumineuses, on a les sources lumineuses conventionnelles et il en existe énormément. Vous les connaissez, hein, des lampes incandescentes, halogènes, des fluorescentes et des lampes à décharge. Donc tout ce petit monde, ça se met dans une boîte qui s'appelle un luminaire. Donc on en a en éclairage grand public ou en éclairage professionnel avec des formes jusqu'à présent assez importantes, des tailles assez importantes. Et puis donc depuis quelques années maintenant, les LED qui arrivent, qui sont des petits composants électroniques discrets, donc une technologie tout à fait différente de celle qui est utilisée là, et qui s'intègrent aussi dans des produits, mais des produits qui commencent à avoir des facteurs de forme différents. Donc on voit, tout le monde a déjà vu ces dalles qu'on voit arriver, qui sont en fait des backlighting de téléviseurs ou d'écrans d'ordinateurs, pas forcément toujours très confortables. Des luminaires d'éclairage public aussi beaucoup plus fins, beaucoup plus petits. On voit que ces produits sont des produits un peu plus sophistiqués avec voilà, de l'intégration de l'électronique, des radiateurs, des réflecteurs, des choses beaucoup plus un petit peu différentes de ce qu'on faisait jusqu'à présent, qui était un petit peu de la gamelle, il faut bien le dire, même s'il y a un volet optique qui est quand même toujours important pour l'éclairage professionnel en tout cas. Et puis l'électronique, ça permet de faire des choses sympas maintenant en termes de couleurs, voire de pilotage. Philippe en reparlera tout à l'heure, tous les avantages de la LED pour le pilotage. Donc voilà un petit peu le contexte et l'univers dans lequel on vit, nous autres, au niveau du cluster lumière, mais que vous, je pense aussi, mettez en œuvre dans le cadre d'installation dans les bâtiments. Alors, si on parle d'installation d'éclairage et de leurs critères de performance, il faut d'abord regarder de quoi est faite une installation d'éclairage. Donc sur des photos qui sont peut-être un peu vieillottes, mais qui sont toujours vraies. Mais quand on considère par exemple ici un bureau en éclairage artificiel, il faut se poser un certain nombre de questions, sur la façon d'éclairer un bureau par exemple et le niveau d'éclairement qu'on va décider. Donc là ici on voit qu'on a 560 lux, c'est relativement élevé pour un bureau, ça permet de voir clair. On verra d'ailleurs qu'il y a des recommandations pour ça. Mais il y a aussi tout le reste. Il y a ce qui contribue à réfléchir la lumière, par exemple. Donc les surfaces, les murs, le plafond. Donc les teintes aussi vont jouer sur la performance de l'installation dans son ensemble, mais aussi dans l'ambiance. Ce qu'on voit actuellement, c'est que dire là, je veux gagner en efficacité énergétique, donc je mets tout blanc.
c'est vrai, mais c'est pas forcément toujours très confortable et forcément agréable. Donc il y a peut-être d'autres considérations aussi à prendre en compte. Et puis on voit ici qu'on a différentes sortes de luminaires. Ici on a ce qu'on appelle des wall washers, donc qui vont éclairer le mur. Ici un luminaire encastré, là probablement un luminaire sur pied. Donc on voit qu'il y a différentes façons de mettre en œuvre la lumière pour arriver à certains résultats, et notamment résultats confortables et aussi efficaces énergétiquement. Donc voilà, il faut se préoccuper un petit peu de tout ça. Et puis, il faut pas oublier la lumière naturelle aussi. On verra tout à l'heure avec Philippe, parce qu'il va coupler la lumière naturelle avec la lumière artificielle dans le cadre du pilotage, que c'est quand même un élément aussi à prendre en compte. Là, on n'a pas d'éclairage artificiel allumé, mais on voit qu'on peut avoir des luminances très fortes, notamment avec la fenêtre. Ce qui fait que si on est derrière son écran ici face à la fenêtre, on peut avoir des problématiques de contraste assez importants et de la fatigue, parce que si on passe de l'écran à la lumière naturelle, c'est assez difficile pour l'œil de tout le temps de toujours arriver à s'accoutumer à ces différentes luminances. Donc on voit que ces notions de luminance sont des choses importantes. Et quand on fait une installation d'éclairage moderne, on couple tout ça ensemble pour arriver à faire quelque chose d'agréable et qui soit aussi efficace énergétiquement. Donc voilà ce dont on parle quand on parle d'une installation d'éclairage. Alors bien évidemment là derrière il y a le câblage, il y a l'installation, tout un tas de choses supplémentaires. Voilà, d'autres types de solutions. Ça sont des choses qui ont été prototypées par la société Angelux dans le cadre de l'hôtel de région ici à Lyon. Donc on voit différentes cellules, il y a différents essais qui ont été faits, différents types d'éclairage. Donc on voit beaucoup d'éclairage direct, indirect, qui est une façon assez pas très courante en France, beaucoup plus courante dans les pays du Nord, mais assez confortable et assez efficace aussi énergétiquement quand c'est bien fait. Alors ça peut être fait avec des luminaires sur pied, par exemple ici, ou alors avec des luminaires suspendus. Donc on voit qu'on a une grande variété de solutions possibles. Donc ça veut dire que quand on fait de l'éclairage comme ça de bureau, par exemple, dans le domaine professionnel, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser en amont pour déterminer une stratégie qui va permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. On voit ici qu'on a des couleurs, donc on peut avoir de l'interaction entre les couleurs de la lumière et puis les couleurs du sol. Donc tout ça, d'un point de vue architectural aussi, quand on essaie de faire des choses intéressantes, il faut s'en préoccuper. Voilà. Donc pour faire une installation d'éclairage performante, il faut déjà se fixer des objectifs et des critères pour y arriver. En termes d'objectifs, je commence toujours par les aspects usage. Avant de parler de la technique, c'est jamais qu'une solution pour arriver à rendre un service. Donc la première question, c'est quel est le service que je veux rendre, quel type de confort je veux avoir, le bien-être aussi des utilisateurs, quels qu'ils soient, et quelles que soient les applications. Ça, c'est une application de commerce, mais ça peut être un bureau, ça peut être de l'éclairage public. Donc il y a toutes ces notions qui sont à prendre en compte, l'ambiance, la sécurité aussi. Il y a des exigences en matière de sécurité. Voilà. De l'autre côté, on a bien évidemment le coût de possession et la productivité. Tout ça, ça a un coût. Donc voilà, quel est mon budget, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour cela. Et puis quand on a fixé ces objectifs, ensuite on passe à la partie solution technique. Et donc on va décliner ça en niveau d'éclairement, horizontaux, verticaux, en uniformité. Donc on va travailler plus ou moins l'uniformité de l'installation selon ce qu'on souhaite faire. Les températures de couleur, le rendu des couleurs. Je disais que dans les magasins c'est extrêmement important. Les éblouissements, encore une fois la luminance, bien se préoccuper des aspects ergonomiques des installations, et puis de la mise en valeur avec des spots par exemple. L'éclairage de musée, ça se fait pas comme un éclairage de bureau, donc il faut bien se préoccuper de tous ces aspects. Et puis si on repasse sur le côté un peu plus économique des choses, bien évidemment le prix d'achat des systèmes, leur consommation énergétique. Alors il faut se méfier de la consommation énergétique. On se contente très souvent d'un lumen par watt, donc c'est combien de lumens pour une certaine puissance consommée. C'est pas suffisant. Si on veut faire une installation performante, confortable, il faut se préoccuper des watts par mètre carré pour un certain niveau d'éclairement. Et là, on a tout le travail de l'éclairagiste et aussi la qualité des optiques des produits qui vont contribuer à avoir du watt par mètre carré pour son luxe performant, intéressant. Donc, il suffit pas simplement de mettre de la dalle dans un plafond pour éclairer et avoir un niveau d'éclairement. Non, c'est un peu plus sophistiqué que ça si on veut faire quelque chose de correct. Voilà. Et puis les coûts de maintenance, alors et la durée de vie. Alors c'est là que les LED entrent en jeu et que ça devient intéressant d'avoir des durées de vie relativement longues, puisque ça permet de diminuer les coûts de maintenance. Donc il faut bien regarder ça de manière intégrale et regarder le coût de possession sur une durée.
Donc l'objectif quand on fait des installations performantes, c'est bien de marier ces différents types d'objectifs, confort, bien-être, ambiance, sécurité et coût de possession qui peuvent parfois paraître antagonistes. Voilà. Alors pour faire des installations d'éclairage performantes, il y a tout un tas de choses qui existent, des référentiels dans le cadre de la réglementation qui sont obligatoires, donc incontournables, avec des décrets sur des niveaux d'éclairage minimum, qui préconisent une vue sur l'extérieur, des principes d'ergonomie visuelle dont je parlais tout à l'heure, les décrets sur les accès handicapés, ça, tout le monde en a bien entendu parler ces dernières années, et puis bien évidemment la RT 2012 plus sur les aspects thermiques énergétiques. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous pourrez avoir de toute façon cette présentation si vous souhaitez ensuite y revenir. Et puis des normes européennes, françaises aussi, puisqu'elles sont appliquées en France, qui sont des recommandations, pas obligatoires, ce sont des recommandations qui sont beaucoup disséminées par l'AFE notamment, avec des niveaux d'éclairement, par exemple 500 lux sur un bureau. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre 500 lux, c'est relativement élevé, mais bon voilà, si on veut voir clair, il faut quand même être aux alentours de 400 lux au moins. Puis après il y a l'éclairage d'ambiance qu'il faut travailler. Des notions aussi de confort visuel. Là, on voit de l'UGR qui caractérise dans une installation l'éblouissement général, et en particulier celui qui est lié au produit. Et puis des indices de rendu de couleur supérieurs à 80. Donc ça, voilà, ce sont des recommandations pour faire des installations d'éclairage de bureau relativement correctes. Mais il faut aller plus loin pour faire quelque chose de bien. Et puis vous avez tout le travail de l'association française de l'éclairage, auquel adhère le cluster lumière et Piseo, voilà, qui a rédigé très très bon guide de l'éclairage intérieur des lieux de travail. Je vous conseille si vous ne le connaissez pas encore, de consulter ce document, des fiches. Et puis derrière l'AFE, il y a tout un réseau d'experts en éclairagisme sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Voilà, une fois qu'on a fixé les objectifs, qu'on connaît ces référentiels, bien évidemment, il faut mettre tout ça en musique. Et donc, pour mettre ça en musique, on va suivre un processus, alors que ce soit en rénovation ou en bâtiment neuf, bâtiment ou autre infrastructure, bien évidemment. Ça peut être un peu dans le grand public, dans les maisons, ça peut être aussi le cas pour ceux qui vont très loin dans la sophistication de leur éclairage. Mais principalement dans les bâtiments et les infrastructures routières, en général, il y a un avant-projet, une phase de consultation, exécution et la mise en opération. Donc dès le début, qu'on vient de se poser des questions sur les objectifs en matière d'éclairage, que ce soit de confort, d'ambiance ou d'efficacité énergétique, et tout ça bien évidemment dans le cadre d'un programme général et puis d'un budget. Mais c'est bien dans cette phase très amont qu'on va fixer, je dirais, les ambitions qu'on va se donner en matière d'éclairage. Si on se pose des questions à la fin, ici, quand on est en phase de consultation, c'est trop tard parce que là, on est sur des jeux de prix au niveau des composants et c'est largement trop tard pour faire une installation d'éclairage digne de ce nom. Donc c'est très en amont qu'il faut travailler avec la maîtrise d'ouvrage, avec la maîtrise d'œuvre pour arriver à faire des choses intéressantes. Voilà. Donc bien avoir aussi les éléments d'entrée, diagnostic éventuellement si c'est le cas en réhabilitation par exemple, bien connaître ses référentiels et puis donc déterminer des objectifs applicatifs si c'est un éclairage de bureau, éclairage de commerce, éclairage industriel, routier, etc. Et puis à partir de là, réaliser un certain nombre d'études, de simulations. Donc, il y a pas mal de logiciels de simulation, Dialux ou autres qui existent à partir de données de produits. Faire du prototypage, tester, c'est aussi important, voir quel est le ressenti des utilisateurs. Voilà, et puis des calculs économiques, bien évidemment. Donc là, il peut y avoir un certain nombre de boucles d'itération dans cette phase de conception. Et puis ensuite, bien évidemment, une phase de prescription. Donc il est important que ces prescriptions soient respectées parce que quand on rentre ensuite dans cette phase d'achat de produits et d'installation, il se passe parfois beaucoup de choses. Et ce qui avait été imaginé ici en matière d'éclairage ne se retrouve pas forcément vrai à la fin du processus, pour un certain nombre de raisons, parce que les budgets ont dérivé, parce que parfois les installateurs ont trouvé des produits soi-disant équivalents, et voilà, on peut parfois dégrader les performances malheureusement dans cette phase-là, donc il convient d'être vigilant. Voilà, et puis l'idéal, c'est ensuite de retourner sur le terrain une fois que c'est installé, de vérifier les performances. Ça, c'est rarement fait, je ne l'ai jamais fait. Donc, mais si on veut avoir quelque chose et garantir un résultat par rapport aux objectifs de départ, il s'agit de boucler quand même la boucle. Voilà. Donc dans ce processus qui doit être assez structuré et rigoureux si on veut arriver à quelque chose de qualité,
Voilà, il y a un certain nombre de personnes ici qui ont un rôle clé à jouer. La maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, qui doit travailler aussi avec la maîtrise d'ouvrage pour lui expliquer tous les bienfaits d'une installation d'éclairage performante, et peut-être d'allouer un peu plus de budget dans ces phases-là pour faire remonter la valeur par rapport à ce qui se fait traditionnellement, en particulier en France. Donc voilà pour le processus. Alors maintenant qu'on a parlé un peu de ça, on va reparler un petit peu de technologie et des LED en particulier. Donc les LED sont des diodes électroluminescentes, composants électroniques. On fait passer un courant, on passe un certain seuil de tension et on émet de la lumière. Donc c'est assez basique. Donc une LED, c'est quoi? Au départ, c'est un semi-conducteur composé d'un certain nombre d'alliages, de matériaux, nitrure de gallium, silicium, etc. Donc on fait des couches comme ça, on a une jonction positive, négative, et ici on produit donc des photons en faisant passer un courant au travers de connexions électriques, le moins, le plus. Bon, je résume, bien évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. Et puis ce petit composant, ce petit chip, comme on dit, on va aller l'insérer dans ce qu'on appelle un boîtier LED ou un package en anglais. Et on voit ici en coupe une LED, et ici son petit, voilà, sa petite chip qui est donc insérée dans ce boîtier. Et donc ici, on va émettre, en général, pour faire de la lumière blanche, d'abord de la lumière bleue. Donc cette lumière bleue, ensuite, ici, va traverser et va se combiner avec ce qu'on appelle un luminophore jaune, qui va nous permettre de transformer la lumière bleue en lumière blanche. Et donc cette combinaison ensuite, ici avec des couches de réflexion aussi, va nous permettre d'extraire les photons, d'extraire la lumière de la LED. Donc on voit déjà que ce petit composant est un petit système en lui-même, un petit système sophistiqué, voilà, qui convient de mettre en œuvre correctement. Alors les LED, ça a des avantages et aussi des contraintes. Je préfère parler de contraintes plutôt que d'inconvénients. Les avantages, vous avez tous entendu parler de l'efficacité lumineuse, on va y revenir. C'est très robuste à basse température, c'est-à-dire que si on ne les chauffe pas trop, on peut avoir des durées de vie très très longues. Vous avez tous entendu parler du 5000, 50 000 heures. Une bonne LED, bien pilotée, LED robuste, de bonne qualité, ça peut tenir 200 000 heures. Donc après, tout dépend comment on l'intègre, comment on la pilote, comment on la refroidit. Donc longue durée de vie. Dimension réduite, donc ça c'est très intéressant, ça peut faire permettre de faire des produits intéressants en termes de forme, et ça permet aussi d'intégrer de l'éclairage partout, dans le mobilier, dans le bâti, et on voit ce genre de solutions qui commencent à émerger. Temps de réponse court, c'est très intéressant pour le pilotage. Accès à des couleurs saturées, ça permet de faire plein de mélanges de couleurs, beaucoup plus que ce qu'on faisait avant avec les autres sources. Il n'y a pas d'ultraviolet, bien qu'on commence à avoir des LED ultraviolets, mais en général, il n'y a pas d'ultraviolet, contrairement à certaines lampes à iodure métalliques. Il n'y a pas de très haute température, puisque c'est plus efficace. Ça chauffe quand même une LED, donc il faut la refroidir, mais moins qu'une lampe halogène, par exemple. Et puis, ça permet un très très bon contrôle optique, donc on peut faire des choses très intéressantes quand on travaille l'optique d'un luminaire. Voilà. Bon, néanmoins, il y a des contraintes, et des contraintes, c'est ce que j'ai dit, qui sont liées quand même au fait que ce sont des composants électroniques qu'il convient de refroidir correctement si on veut assurer une certaine durée de vie et une certaine qualité de la lumière dans le temps, puisque la couleur a tendance aussi à se dégrader et à varier dans le temps. Ça nécessite une électronique de pilotage performante, parce que si on n'a pas une bonne électronique, on va amener toutes les problématiques du réseau dans la lampe ou dans le luminaire, et on risque d'avoir des problèmes de scintillement ou de flickering. Ça va être de plus en plus vrai aussi avec l'arrivée de ce qu'on appelle les LED à courant alternatif, LED AC, qui risquent de voir la fréquence du réseau transmise directement sur la LED, et donc on risque d'avoir des problèmes de scintillement qu'on connaissait plus ces dernières années avec les produits conventionnels. Donc là, il y a un risque, donc il s'agit d'avoir une bonne électronique qui permet de filtrer tout ça. Voilà. Et puis ça nécessite une bonne gestion des fortes luminances. On a vu tout à l'heure que les luminances, c'était quand même quelque chose qui pouvait être assez inconfortable. La LED, typiquement, a une très très forte luminance parce qu'on a une densité lumineuse sur une toute petite surface extrêmement forte. Et donc si on n'y prend pas garde, on peut être ébloui. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des produits qui sont plus ou moins confortables. Donc là, c'est encore le travail du fabricant, mais aussi ensuite du prescripteur dans le design de son installation, qui va être important pour faire des installations d'éclairage à LED confortable. Mais ça se gère, il y a des contraintes, mais il faut les gérer, c'est tout.
Voilà. En termes d'efficacité lumineuse, donc on exprime en général en lumens par watt pour une source, c'est combien de lumens j'émets pour une puissance consommée. On voit ici dans le temps l'efficacité lumineuse des différentes sources. On voit ici les halogènes là, qui cumulent difficilement, les incants difficilement aux alentours de 15 lumens par watt. Les sources à vapeur de mercure, la fluorescence là, qui arrive aux alentours de 100 lumens par watt. Les sodiums haute pression qui montent un petit peu plus haut. Et puis qu'est-ce qu'on voit arriver ici, c'est les LED. Donc jusqu'il y a quelques années, ça avait un petit peu du mal à dépasser certaines sources. Mais là, on voit que ça va aller très loin, jusqu'à 200 lumens par watt, voire peut-être même plus. Et donc il n'y a aucun doute que la LED, cette technologie va battre de loin toutes les autres sources. Donc, il n'y a aucune raison que la technologie LED ne soit pas utilisée partout dans toutes les solutions d'éclairage à l'avenir. On reparlera du prix après. Voilà. Donc ça, c'est un tableau qui illustre l'évolution des performances prévues. C'est un tableau qui est fait par les Américains, par le département de l'énergie américain, le DOE. Et vous trouvez ces informations sur leur site internet. C'est publié. Ils font énormément de recherches, beaucoup plus que ce qu'on peut faire nous en France ou en Europe. Ils ont vraiment pris les problèmes énergétiques à bras le corps. Et on voit que pour les différentes couches du système, on verra que la luminaire à LED est un véritable système. Ici, on a les boîtiers LED, mais après, on a le luminaire à la fin. Et on voit qu'on pense atteindre des 200-230 lumens par watt au niveau du système complet. Donc du luminaire complet avec son driver ou son ballast si vous préférez. Aujourd'hui, les meilleurs systèmes à tube fluo sont aux alentours de 90-100 lumens par watt. Et on voit là qu'avec un luminaire à LED, on aura le double d'efficacité d'ici quelques années. Alors quand on continue sur l'efficacité énergétique, aujourd'hui, voilà, ça dépend un petit peu des applications, parce qu'on ne met pas en œuvre cette technologie de la même manière dans une application dans une autre. Dans l'éclairage des résidentiels, il n'y a aucun doute. Voilà. Ici, on gagne à peu près 80%. Je pense qu'on est même au-dessus de ça maintenant. Voilà, si vous voulez un équivalent 60 watts, aux alentours de 13 lumens par watt, vous prenez une LED. Alors celle-ci, elle est déjà dépassée, mais vous êtes largement voilà, aux alentours de 100 lumens par watt, donc avec 9 watts, voire peut-être même 8 watts, vous avez l'équivalent d'une lampe incandescence ou halogène 60 watts. Après, il faut faire attention aux aspects température de couleur, parce que vous vous retrouvez avec des lampes bleues, c'est pas ce que vous voulez. Et puis aussi sur la forme du faisceau, les LED étant des composants qui émettent dans une certaine direction, on a un petit peu du mal à avoir du flux vers le bas. Alors ce qu'on va voir arriver très bientôt, c'est des lampes à filaments de LED. On commence à les voir arriver. Le marché asiatique est déjà complètement inondé. On va les voir arriver et on va arriver à des solutions intéressantes, encore plus efficaces et encore plus intéressantes d'un point de vue, on va dire, répartition de la lumière dans les mois qui viennent. On va commencer à en tester un certain nombre chez Piseo. Voilà, donc il est important de bien regarder ces aspects-là, puis aussi de regarder l'application dans laquelle on se trouve. Les tubes fluo sont des très très bons produits, très efficaces. Donc jusqu'à présent, il n'était pas forcément évident de battre les tubes fluo avec des LED. Bon, maintenant c'est fait. Des projets qui ont été calculés l'année dernière là, par la société Ingelux montre que sur des installations équivalentes, alors il ne s'agit de pas changer les niveaux d'éclairement, bien évidemment, il faut se méfier là, parce qu'il y a des gens qui en profitent pour essayer de vendre leur sauce, de dire ben voilà, la LED c'est super efficace, puis quand vous font le calcul sur Dialux, ils vous descendent tous les niveaux d'éclairement, c'est pas ce que vous voulez, donc il faut regarder les choses, comparer les choses avec des niveaux de performance équivalents. Alors si on prend des niveaux de performance équivalents, et là on voit que c'est du watt par mètre carré pour 100 lux, donc je ne parle pas de lumen par watt, je suis bien dans l'application, je vois qu'avec des LED ici je ne gagne que 12%. Donc il faut bien se poser les bonnes questions quand on change de technologie. Alors pour vous rassurer, ça c'était l'année dernière, au début de cette année, on va aller très très vite, beaucoup plus haut. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser sur le bienfait de la technologie. Voilà. Mais bon, il convient quand même de faire attention et comparer des choux et pas des choux et des carottes. Les prix, jusqu'à présent, c'était relativement cher. Ce qu'on voit ici, le prix des composants, on voit que voilà, la chute est vertigineuse. Il y a surcapacité en Asie de production de LED, donc les prix s'écroulent. Aujourd'hui, une LED, ça vaut quelques centimes d'euros. Il y a encore quelques années, il y a 5 ans, ça valait 1 euro une LED haute puissance. Donc, les prix se sont vraiment écroulés. Toutes les technologies modernes, ça se passe un petit peu comme ça, donc il y a surproduction. Et puis surtout, il y a un effet combiné, l'efficacité s'améliorant, on se retrouve aussi avec moins de LED dans les produits.
Aujourd'hui, on a des LED mi-puissance. Donc, on a deux types de LED, LED haute puissance, mi-puissance. Et aujourd'hui, on a des LED mi-puissance, 0,5 watts par exemple, qui ont le même niveau de flux que des LED haute puissance il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, on a des LED mi-puissance qui sont installés, qui sont utilisés dans des produits d'éclairage public. C'est très nouveau, des petites LED, aux alentours de 100 lumens, qui fournissent 100 lumens la LED. Donc c'est énorme. Donc on est sur des niveaux de 200 lumens par watt. Et ça va très très vite. Et donc ça permet à la fois, d'une part, la surproduction de baisser les prix, mais aussi le fait d'utiliser moins de LED, de baisser les prix. Les LED, c'est aussi une grande diversité. On a vu tout à l'heure dans les sources conventionnelles qu'il y avait une très très forte diversité. Les LED, c'est un peu pareil. Donc, en fonction des différents types d'applications, chaque application a sa LED. Donc, des LED ici haute puissance, des LED mi-puissance, là pour des applications plutôt d'éclairage intérieur. Alors, les fortes puissances, c'est plutôt en éclairage extérieur. Les mi-puissances en éclairage intérieur, quoique ça change. Et puis, ce qu'on appelle des chips on board, maintenant avec plusieurs chips dans un même package. Ça, c'est pas mal pour les spots. Donc, vous verrez si vous regardez un petit peu les spots pour les magasins. Les downlights aussi, ce genre de produits commencent à utiliser ce qu'on appelle des chips on board. Alors les LED, c'est aussi la révolution pour les fabricants, parce que jusqu'à présent, le fabricant de luminaires, il achetait une lampe chez Philips, Osram ou GE. Il designait un réflecteur le mieux qu'il pouvait, et puis il mettait tout ça dans une boîte mécanique. Maintenant, c'est complètement différent. Il s'agit plus simplement de mettre une lampe, une ampoule dans un luminaire. C'est vraiment d'essayer d'intégrer le mieux possible les composants électroniques, les circuits imprimés, le système de refroidissement, l'optique qui commence à avoir des formes différentes, l'électronique, et tout ça dans un système mécanique le plus intégré possible, de sorte à avoir de fortes efficacités, mais aussi de remplir les usages qui sont prévus et d'avoir la bonne durée de vie. Donc on a des systèmes qui sont beaucoup plus intégrés à la manière de tous les systèmes d'électronique. Donc ça, c'est une vraie révolution pour les fabricants de matériel d'éclairage qui, pour les meilleurs, ont réussi à se doter des compétences. Et bien évidemment, quand on fait ce genre de choses, on n'a pas les mêmes compétences à bord. Pour faire des systèmes à LED, il faut avoir des thermiciens, des électroniciens. C'est ce que n'avaient pas les fabricants de luminaires jusqu'à présent. Donc c'est une difficulté. Et à contrario, vous avez les spécialistes de l'électronique qui arrivent, mais qui connaissent rien à l'éclairage. Donc n'importe quel ingénieur en électronique saura vous mettre une LED sur un circuit imprimé, puis vous dire voilà, j'ai fait un luminaire. Avant de faire un bon luminaire et un luminaire qui éclaire correctement, il y a encore un petit peu de travail. Voilà. Les LED, c'est aussi des effets non visuels, donc les effets de la lumière bleue. J'ai dit tout à l'heure que les LED blanches étaient réalisées, produisaient de la lumière blanche parce que d'abord c'était de la lumière bleue et ensuite on convertissait grâce à des phosphores. Et donc ça a deux effets. Ça a un effet d'augmentation de la vigilance, notamment en stimulant des cellules nerveuses et donc en permettant la diminution de la sécrétion de la mélatonine qui maintient, on va dire, l'éveil. Et puis des problématiques de risques photobiologiques là, qui peuvent provoquer des dommages sur la rétine. Alors ça, c'est lié. Ici, vous voyez ici un spectre, donc vous avez le spectre lumineux dans le visible, là, qui va du bleu au rouge. Et vous voyez ici un beau pic, qui est le pic de bleu, en fait, qui est le résiduel de l'émission de bleu de la LED. Et ensuite, vous avez donc ici le reste qui est converti en blanc, enfin, la combinaison du jaune et du bleu permettant de faire du blanc. Mais on a toujours ici, subsiste un pic. Alors, en fonction de la taille de ce pic, on peut avoir des problématiques plus ou moins importantes en termes de risque photobiologique. Et puis ici, on a un trou. Et dans aux alentours de 480-500 nanomètres, on a normalement la particularité d'exciter le réflexe pupillaire et donc de fermer la pupille de sorte à être moins ébloui. Et il se trouve comme ici on a ce creux, et bien la pupille est moins excitée. Donc il y a une double combinaison du pic de bleu et de ce phénomène qui peut induire des risques photobiologiques. Alors je vous rassure, c'est quand même dans des situations de flux lumineux, puissance optique assez forte, de température de couleur relativement froide. Donc c'est pas trop le cas sur l'éclairage général, mais ça peut être le cas sur de l'éclairage portatif. Vous avez entendu parler problématiques des jouets d'enfants par exemple, les lampes frontales. Il y a des fabricants français qui font très attention à ça et qui font vraiment caractériser le risque photobiologique. Pour les opérations de maintenance aussi, si on est exposé très proche, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des directives européennes sur les installations. Les employeurs se doivent de faire en sorte qu'ils protègent leurs employés du risque photobiologique, mais aussi les fabricants doivent communiquer pour les produits à LED maintenant le risque photobiologique selon une norme qui est la norme 62471. Et pour ça, on utilise
un banc qui est voilà, c'est le banc de Piseo ici, puisqu'on est capable de le faire pour déterminer le niveau de risque. Voilà. Les LED, ça peut être aussi des problématiques de recyclage, puisque ce sont des composants nouveaux, les appareils à LED. De la même sorte que tous les autres appareils, voilà, ils sont soumis à la directive D3E, et donc les producteurs sont en charge de réaliser un certain nombre de choses. Alors, se pose la question de la filière. Donc jusqu'à présent, on savait maintenant où mettre son tube fluo, sa lampe dans les magasins. On voit qu'il y a tout un tas de choses qui nous permettent, enfin de containers qui nous permettent de mettre les lampes usagées. Pour les produits à LED, c'était moins évident. Apparemment, donc, j'ai regardé un petit peu hier sur Internet, Recilium, là, qui est donc agréé pour le recyclage des appareils d'éclairage, est également maintenant aussi agréé pour tous les appareils électroniques. Donc, il y a une filière qui est en train de s'organiser avec Recilium pour recycler les appareils d'éclairage, avec toute une logistique qui permet donc de prélever les appareils et derrière de les envoyer au recyclage. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport au recyclage, je vous engage à aller voir sur le site de Recilium. Il y a plein de choses intéressantes. Voilà, j'ai fini avec la technologie. Je vous ai balayé assez rapidement un certain nombre de choses. On pourra en parler beaucoup plus. Je vais parler un petit peu de la performance et de la fiabilité des appareils d'éclairage à LED. Donc, on passe dans le système, dans le luminaire, si vous préférez. Et là, on va considérer un certain nombre de caractéristiques photométriques, électriques et de fiabilité. Donc, les caractéristiques photométriques dont j'ai parlé tout à l'heure, caractéristiques électriques, la puissance consommée, des choses aussi importantes comme le facteur de puissance, important pour les réseaux électriques. Et puis, quand on marie le flux lumineux, la puissance consommée, l'efficacité lumineuse, là, on lumène par watt pour le coup. Et puis, la fiabilité, c'est la capacité à assurer le service, l'usage dans le temps. On va se poser la question de la maintenance de flux. Sur les tubes fluo, ça descend relativement vite, mais les LED, ça descend aussi. La bonne nouvelle, c'est que ça descend beaucoup moins vite. La variation des paramètres colorimétriques, très important dans les éclairages de commerce, de ne pas avoir des variations de couleur de l'éclairage. Et puis, comme ce sont des produits électroniques, ils peuvent être assez sensibles aux défaillances prématurées, notamment les drivers. Et quand on annonce des durées de vie de 50 000 heures, par exemple, se pose aussi la question du driver ou du ballast, si vous préférez, de sa durée de vie, qui est en général plus courte. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour caractériser la performance d'un produit dès le départ. Donc, savoir comment caractériser un produit de qualité. Donc, les bons fabricants utilisent les bonnes méthodes et puis les bons moyens de caractérisation pour tout ça. Il y en a qui sont pas forcément très bons, mais on est capable de détecter. Alors, sur les aspects flux, colorimétrie et paramètres électriques, on utilise des systèmes qui sont des sphères intégratrices équipées de puissance mètre, de spectromètre. Donc, ça, c'est l'équipement de Piseo à Vénissieux. Donc, c'est vraiment l'équipement de laboratoire qui nous permet ici de mesurer le flux. Là, c'était un flux de 5100 lumens, donc quelque chose d'assez puissant. Voilà, 102,9 lumens par watt au niveau du système avec son électronique, donc c'est plutôt performant. Puis toutes les caractéristiques électriques, le facteur de puissance 0,95. Et puis voilà le fameux spectre d'un système à LED avec le beau pic de bleu, probablement une température de couleur de 5000 Kelvin, j'imagine. La distribution aussi, donc ça c'est la distribution des intensités. Donc quand on fait des projets d'éclairage, ici on voit en fausse couleur une simulation en fait avec Dialux. Donc on se donne des objectifs d'éclairement, on voit les luminaires en haut. Mais pour pouvoir faire ça, on a besoin de ce qu'on appelle le fichier de distribution, le fichier IES pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est caractérisé sur un appareil qui s'appelle un photogoniomètre, qui est un appareil qui est assez conséquent, qu'on a chez Piseo à Vénissieux. Voilà, et donc ça nous permet de faire ces courbes et de livrer, donc de produire des fichiers électroniques qui vont ensuite utiliser par les logiciels de simulation. Donc pour les bureaux d'études qui font des calculs avec Dialux, c'est typiquement sur ce genre d'appareil qu'on produit les fichiers pour réaliser ensuite les simulations. Alors, il faut savoir que ces fichiers, ils sont plus ou moins produits par les fabricants. Je dis plus ou moins parce que c'est pas toujours issu d'une véritable mesure. Donc, quand vous faites des études d'éclairage, pour ceux qui en font, méfiez-vous un petit peu. Moi, je connais des bureaux d'études qui ont eu des surprises et pas du tout les résultats attendus en application parce que ces fichiers IES n'étaient pas de bons fichiers, tout simplement. Voilà, c'est un fichier texte, le fichier IES, donc vous pouvez aller changer très facilement les valeurs. Voilà. Quand on parle de système à LED, il faut aussi, et notamment du système, faut se poser des questions sur la façon dont le système a été conçu. Très souvent, vous avez des gens qui vous disent « Ouais, moi, mon luminaire, il fait 120 lumens par watt. » Je dis « Ah bon, au niveau du luminaire, c'est pas mal. » Mais est-ce que vous parlez pas plutôt de la source lumineuse elle-même ?
donc de la LED. Parce que quand on commence à intégrer tout ça dans le système, quand on commence à avoir des pertes thermiques au niveau du circuit électronique, des pertes dans le système optique ici, traditionnellement 15% de pertes dans le système. Et puis ensuite, mon driver, est-ce qu'il fait 80% d'efficacité ou 90% d'efficacité? Il faut savoir aussi qu'un driver, quand il fonctionne à 50%, pour réduire, pour grader, il perd en efficacité. Donc il y a tout un tas de questions sur la qualité, les composants qu'il faut se poser. Et puis quand j'intègre tout ça, on voit que je me retrouve ici plus qu'à 80 lumens par watt, par exemple. Bon, ça c'est un cas pas terrible, mais il faut se méfier. On peut avoir sur les systèmes les plus mal conçus, les plus mal fabriqués, de fortes pertes. Donc vous allez avoir des systèmes qui ne sont pas forcément très performants. Les bons systèmes, bien conçus, bien fabriqués, ont des efficacités intéressantes. Donc c'est un système. C'est vraiment la différence comparé à ce qu'on faisait avant en termes de luminaires. Voilà. Ça c'était les pertes dans le système. Et puis la fiabilité, j'en ai parlé un petit peu. L'électronique, on a parlé de la durée de vie. 50 000 heures, ça veut dire quoi? Voilà, le luminaire à LED, comme tous les systèmes électroniques, ça a une certaine façon de vivre. Vous avez des défaillances ici qui se produisent en amont. Vous voulez pas avoir vos luminaires qui fonctionnent pas quand vous les installez. Donc vous voulez être sûr que le fabricant il a bien débugué déjà en amont. Et là il y a des façons de faire pour éliminer les produits qui peuvent être défaillants. On appelle ça du burn-in test en anglais. Et puis ensuite, vous avez un certain niveau ici, vous allez avoir, et vous le voulez le plus bas parce que vous voulez pas avoir des luminaires qui tombent en panne dans vos plafonds. Vous voulez pas avoir des coûts de maintenance. Donc ici, si on conçoit un bon système électronique, un bon système à LED, on peut descendre très bas le taux de défaillance. Et puis après, voilà, le temps passe. Et la question, c'est de savoir quand est-ce que je vais remonter ici. Est-ce que je vais remonter très fort à 50 000 heures ou alors est-ce que je vais avoir une courbe là qui va monter doucement et je vais me retrouver avec 10, 15, 20% de ma population qui va commencer à lâcher au bout de 15, 20 000 heures. Donc du coup, les coûts de maintenance sont plus les mêmes. Donc ça, c'est des choses qu'on sait traiter en amont quand on conçoit des systèmes électroniques et des systèmes à LED, bien évidemment. Il faut se préoccuper de la qualité des composants aussi quand on veut des luminaires performants. Et notamment acheter les bons composants, les bonnes LED qui ont été largement testés à certaines températures sur des durées assez longues. Quand on annonce 50 000, 60 000 heures, il faut savoir que les composants ou les produits ne sont jamais testés sur ces durées, c'est juste impossible. Rien que 6 000 heures, c'est déjà 8 mois de fonctionnement. Donc vous imaginez, personne ne teste sur ces durées. De toute façon, si vous commencez à tester un luminaire, au bout de 8 mois, vous avez déjà une nouvelle LED qui est sortie. Donc c'est assez ingérable. Alors ce que font les fabricants de LED, c'est qu'ils utilisent des modèles statistiques. Et donc à partir du moment où ils ont testé 6 000, 10 000 heures, ils utilisent des lois statistiques, la loi d'Arrhenius en particulier, qui est une loi exponentielle, pour déterminer des durées de vie prévisibles avec un certain niveau de flux. On dit que les produits d'éclairage atteignent la fin de leur durée de vie quand ils n'ont plus que 70% du flux initial. Alors aujourd'hui, on a plutôt tendance à remonter à 80 parce que les LED étant tellement bonnes pour les bonnes LED qu'on fait remonter un petit peu tout ça. Mais pour les tubes fluo, c'est quelque chose de bien connu. Et donc, on peut déterminer en fonction des températures de fonctionnement des LED, mais aussi des courants utilisés, des durées de vie au niveau des composants, ce qui apporte quand même le flux lumineux. Donc ça, c'est important. Et là, il y a une norme en particulier qui est une norme américaine qu'il faut respecter pour ça. Voilà. Ensuite, il y a la qualité de l'intégration, c'est comment le fabricant a intégré ses LED dans son produit. Et donc, quelle est la température de fonctionnement à 25-35 degrés de la LED, sachant qu'il faut éviter de dépasser les 100-110 degrés pour avoir une durée de vie suffisante. Donc ça se vérifie, c'est pareil. Une image de caméra thermique, on va chercher la LED la plus chaude, poser un petit capteur, ce qu'on appelle nous un thermocouple, pour aller vérifier ici la température de la LED. Et ce qu'on appelle la température de jonction par un calcul de résistance thermique. Bon, je vous passe les détails, c'est un peu technique, mais c'est des choses qui se font. Et pour les bons fabricants de produits à LED, ce sont des choses qui se doivent de faire. Voilà. J'avance, j'arrive à la fin tout doucement. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des normes de performance et la certification de la performance qui se met en place. Alors tout d'abord au niveau des normes internationales, au niveau mondial, au niveau européen. Les Américains aussi avec le système IES ont beaucoup travaillé là-dessus, que ce soit pour des LED, des lampes, des modules, des luminaires intérieurs ou extérieurs. Donc des normes au niveau des composants, normes américaines, j'en parlais tout à l'heure, LM80, normes au niveau des lampes. Voilà, 62612, normes au niveau des modules et normes au niveau des luminaires à LED. Donc ça c'est un peu nouveau, c'est enfin publié, parce que savoir pour élaborer une norme, moi je fais partie des comités de normalisation, il faut à peu près 3 ans. Donc c'est pour ça que ça commence seulement à être publié. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a des référentiels techniques pour avoir des produits de qualité. Donc ça maintenant, ça y est, c'est publié, début 2015,
on y est. Donc on peut s'appuyer là-dessus pour acheter des produits de qualité. Et surtout, ce qui se met en place maintenant, c'est une certification de la performance. Donc quand un fabricant annonce un certain niveau de flux, une certaine distribution, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait d'avoir un produit, de sélectionner un produit qui est certifié, donc ENEC+, en l'occurrence au niveau européen, c'est la garantie d'avoir des données fiables au niveau du produit. Ça complète un volet qui s'appelait l'ENEC, qui était un petit peu tombé en désuétude et concernait plutôt le volet sécurité jusqu'à présent, parce que vous savez très bien que le CE aujourd'hui c'est du déclaratif. Donc si vous avez des produits qui viennent, vous ne savez pas trop où, n'êtes pas sûr quand même que le produit il est conforme à la directive sur la basse tension. Si vous avez un marquage ENEC, ça veut dire qu'il y a un organisme externe, indépendant, qui a vérifié la qualité du produit et sa conformité. Et l'ENEC+, donc c'est un volet complémentaire pour la performance. Donc ça concerne les luminaires intérieurs et extérieurs. C'est une vérification, une certification des performances par un organisme indépendant, en l'occurrence en France, le LCIE Bureau Veritas, qui est le seul organisme agréé pour ça, et Piseo, qui est le laboratoire, on a un accord avec le LCIE, on est le seul laboratoire en France aujourd'hui pour vérifier la qualité des produits. Les bénéfices pour la maîtrise d'ouvrage, les prescripteurs, c'est l'assurance de produits conformes aux caractéristiques annoncées par le fabricant. Aussi bien en termes de sécurité et de performance, parce que la certification de la performance ne va pas sans la certification de la sécurité. La sécurité est un préalable avant la performance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Voilà, puis c'est la garantie de produits conçus et fabriqués selon les règles de l'art. Alors comme c'est nouveau, ça vient de sortir, nous on est notifié depuis le 20 octobre, donc c'est tout neuf. On a été audité pour ça, donc on a mis en place un système qualité. On va vers l'accréditation du laboratoire. Les premières certifications sont en cours. Donc pour les bureaux d'études ou les maîtres d'ouvrage qui veulent prescrire des produits ENEC+, sachez que vous risquez de vous retrouver en face de fabricants qui vous disent mais qu'est-ce que c'est que l'ENEC+? J'en ai jamais entendu parler. Alors moi, mon message aujourd'hui, c'est attention, ça existe, ça se met en place, donc il ne faut pas être effrayé. Il faut à peu près 12 semaines pour certifier un produit ENEC+, parce qu'il y a des essais d'endurance en étuve, cycle thermique, qui durent un petit peu, des essais de 1000 heures. Mais derrière, c'est la garantie d'un certain niveau de qualité. Voilà. Et puis quand on rapporte ça au coût sur une famille de produits, c'est pas très élevé en fait. Donc parce que ça, je connais déjà la réponse des fabricants, de certains fabricants, quand vous allez leur poser la question. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et pour ceux qui font de la prescription d'appareils d'éclairage, je vous engage vraiment à demander ça dans le cadre de vos cahiers des charges. Voilà. Donc en termes de conclusion, qu'est-ce que c'est comment on arrive à la performance et à la durabilité des installations d'éclairage? C'est d'abord en se fixant des objectifs d'usage et des critères de performance, mais également donc sur la partie économique et la partie efficacité énergétique. Et ça, dès le début du projet. Il ne faut pas attendre d'être à la fin parce que c'est trop tard. Et donc la volonté des maîtres d'ouvrage et le support des prescripteurs est très important. Donc il faut des études d'éclairage réalisées, plutôt par des spécialistes quand c'est possible. Donc il y a des BET spécialisés pour ça et des concepteurs lumière. Trouvez au niveau du cluster lumière des gens pour vous aider dans ce domaine. L'utilisation de technologies performantes. Donc, en France, on est très en retard avec les LED par rapport à d'autres pays. On est vraiment très conservateur de ce point de vue. Voilà, des produits performants, certifiés si possible. Voilà, et puis, si possible, vérifier à la fin, boucler la boucle et vérifier que l'installation est bien à la hauteur des objectifs qui avaient été fixés au départ et qu'il n'y a pas quelques malins qui sont passés par là et qui ont dégradé les objectifs dans la réalisation.